Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître Issa Ndiaye. Maître Issa Ndiaye est docteur en droit, il est avocat à la Cour de Paris, au barreau de Paris. Maître Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Les contrats de partenariat public-privé et le développement des infrastructures au Sénégal ». Pourquoi ce livre ? Alors, merci de cette invitation. Pourquoi ce livre, Les contrats de partenariat public-privé et le développement des infrastructures au Sénégal? Vous savez que le Sénégal a mis en place des plans de développement, que ce soit de sa propre initiative ou bien en collaboration avec des partenaires au développement. De sa propre initiative, je pense au PSE, je pense aussi à la stratégie pour la croissance accélérée, à la stratégie aussi pour la réduction de la pauvreté. Il y a aussi des plans qui ont été mis en place avec des partenaires au développement tels que l'AFD, je pense au PRECOL, le programme d'équipement des collectivités locales. Il y a aussi d'autres programmes au niveau mondial tels que les OMD, les objectifs pour le millénaire et le développement. Il y a aussi le NEPAD. Et donc tous ces plans appellent à la mise en place d'infrastructures. Ces infrastructures, pour les réaliser, il y a beaucoup de modes contractuels, marché public, délégation des services publics, contrat de partenariat public-privé. À partir de là, il était important d'expliquer au pouvoir public sénégalais, aux autorités contractantes dans leur ensemble, quelles sont les règles procédurales pour mettre en place un contrat de partenariat public-privé en matière de passation, en matière d'exécution, en matière de contrôle et de gestion du contentieux. Mais ce n'est pas que ça. Cet ouvrage aussi répondait à un besoin modestement d'inviter les autorités sénégalaises à réfléchir sur les risques qui sont inhérents au contrat de partenariat public-privé et aussi apporter des solutions pour dire comment on pourrait faire pour soit éviter ces risques ou bien les minimiser. Oui, avant de venir aux risques et aux solutions, beaucoup de Sénégalais entendent parler de partenariat public-privé. C'est quoi contrat de partenariat public-privé? Ça signifie quoi? Parce que c'est en 2014, il y a un an, que le Sénégal a voté cette loi à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, un contrat de partenariat public-privé, pour le définir, je choisirais en fait une définition schématique qui est beaucoup plus parlante qu'une définition livresque. Avec un contrat de partenariat public-privé, il y a d'une part une autorité contractante qui peut être l'État, une collectivité locale, un établissement public national ou local, une société anonyme, une société à participation publique majoritaire, une agence ou bien une association formée par ces personnes morales de droit public ou de droit privé que je viens de citer. Et d'autre part, il y a un opérateur privé. Et au milieu, il y a des besoins, c'est-à-dire un ouvrage ou bien des équipements matériels ou immatériels. Et l'opérateur économique sera chargé de réaliser, de concevoir, de financer, d'exécuter, d'exploiter et de maintenir ce bien qui fait l'objet du contrat de partenariat sur une durée suffisamment longue qui lui permettra d'amortir les investissements et de réaliser une marge bénéficiaire assez importante. Et au final, à la fin du processus contractuel, le bien devient la propriété de l'autorité contractante. Donc schématiquement, c'est comme ça qu'on pourrait définir un contrat de partenariat public-privé. On a vu le Sénégal se lancer dans ces partenariats, dans ces contrats de partenariat public-privé. Beaucoup disent qu'il y a beaucoup de dangers dans ces contrats et que dans d'autres pays comme en France, au Canada, il y a eu des scandales retentissants par rapport à cela. Qu'est-ce que le Sénégal risque avec ces contrats de partenariat public-privé? Alors, il y a plusieurs risques qui sont inhérents au contrat de partenariat public-privé. Il y a des risques contractuels. Les risques contractuels, qu'est-ce qui les occasionne? Ce qui les occasionne, c'est plutôt un partage inégal des risques et une mauvaise préparation du projet. Un partage inégal des risques. Pour nos téléspectateurs, en matière de contrat de partenariat public-privé, il y a ce qu'on appelle le partage des risques. C'est essentiel. C'est un document contractuel matérialisé par une matrice des risques. Et l'idéal, c'est qu'il y ait un partage égal des risques. Chaque partie doit supporter le risque qu'elle serait à même d'assumer quand l'aléa se produit. Alors, ce qui se passe, c'est que le partage de risques est rarement fait de manière égale entre les parties. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des négociations. Hein. C'est-à-dire le partenaire privé vient avec ses ressources humaines, avec une armée de conseillers financiers, de fiscalistes, d'ingénieurs en matière de génie civil, etc. etc. L'autorité contractante peut venir avec des conseils qui recrutés auprès de cabinets d'avocats ou bien auprès de cabinets en ingénierie financière, comme aussi elle peut venir avec des hauts fonctionnaires.
très souvent, la compétence est beaucoup plus présente au niveau de l'opérateur privé. Alors, ils vont maquiller très souvent des risques et les faire supporter indûment par l'autorité contractante. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une matrice des risques avec des risques qui devaient être supportés normalement par l'opérateur privé, mais qui sont au final supportés par l'autorité contractante. De ce fait, quand l'aléa se produit, l'aléa qui est rattaché à ce risque se produit, qu'est-ce qui va se passer? L'autorité contractante devra mettre la main à la poche parce que tout simplement c'est un risque qu'elle a supporté et donc il faudra l'assumer quand l'aléa se produit. Alors l'opérateur privé pendant ce temps-là est tranquille parce que ce risque n'est pas assumé par lui. Ce risque est assumé par l'autorité contractante. Et pourtant, si on fait supporter à l'opérateur privé beaucoup de risques, cela occasionne des dangers pour la viabilité du projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, si ces risques se réalisent, l'opérateur privé sera obligé de mettre la main à la poche et d'assumer les conséquences financières de ce risque. En fin de compte, il y aura un projet qui sera menacé. Pourquoi? Parce que l'opérateur économique n'est pas peut-être à même de supporter les conséquences financières de la production de l'aléa sur les 30 ans que va durer le contrat. Alors l'autorité économique, l'autorité contractante, sera obligée de financer, peut-être par des subventions sur une partie de l'exploitation ou bien par des facilités fiscales, l'opérateur privé pour l'aider à supporter financièrement en fait, le risque qui s'est réalisé. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Quand moi je suis privé, j'amène mon argent pour financer un projet, je ne vais pas prendre tous les risques. Je minimise mes risques pour pouvoir m'en sortir. Parce qu'en finançant un projet, je cherche des profits. Mais M. Diop, je vais vous dire, quand on vous dit que vous êtes chargé du financement de l'infrastructure, vous êtes chargé de l'exploitation de l'infrastructure, vous êtes chargé de la maintenance de l'infrastructure. Quand un risque se produit et que l'aléa est lié au financement, c'est l'opérateur privé qui doit supporter ça. On ne doit pas maquiller ce risque et le faire supporter par l'autorité contractante. Quand l'aléa se produit et que cet aléa soit lié à l'exploitation, normalement, c'est l'opérateur privé qui doit supporter ce risque. On ne peut pas maquiller ce risque et le faire supporter par l'autorité contractante. Quand un aléa se produit et qui est lié à la maintenance de l'infrastructure, c'est l'opérateur économique qui est chargé de la maintenance de l'infrastructure. Ce n'est pas l'autorité contractante qui est chargée de cette maintenance. Donc, ce risque doit être supporté par l'autorité, par l'opérateur économique et non par l'autorité contractante. Mais le problème, c'est que ces opérateurs économiques, ils ne sont pas là pour les beaux yeux des pouvoirs publics sénégalais. Ils sont là pour amortir leurs investissements, ils sont là aussi pour réaliser des marges bénéficiaires conséquentes. Donc tout ce qu'ils pourront faire pour réaliser ce bon amortissement, pour réaliser ces marges bénéficiaires, ils vont le faire. Ne vous y trompez pas. Est-ce que ce n'est pas la faute aux États qui viennent négocier ce genre de contrat sans avoir les compétences qu'il faut pour les négocier? Quand moi je viens avec chez nous privé, je mets en place toutes les compétences qu'il me faut pour pouvoir m'en sortir. Alors, ce point que vous soulevez sera abordé, c'est-à-dire sur l'autre cause en fait, du déséquilibre contractuel. Je vais vous dire, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés dans des pays développés qui sont quand même très outillés en matière de ressources humaines sur la gestion des grands projets d'infrastructure. Et pourtant, en fin de compte, ces projets se sont révélés inefficaces pour les dépenses publiques. Pour tout ça, parce que tout simplement, ils ont été mal préparés. Non pas parce que les acteurs publics étaient incompétents, mais parce que tout simplement, ces contrats sont tellement complexes qu'on ne peut pas maîtriser dès le départ en fait, leur évolution sur 30 ans. Alors, j'ai donné l'exemple de l'hôpital d'Evry. Cet hôpital qui a été... le contrat a été signé en 2006 entre l'hôpital et le groupe Eiffage. Au départ, ça devait coûter 344 millions d'euros. Mais tellement que l'évaluation a été mal faite que dès le début du contrat, Eiffage a demandé à ce qu'il y ait une rallonge budgétaire de l'ordre de 100 millions d'euros. Et l'autorité contractante, les autorités de l'hôpital n'avaient pas bien estimé en fait leurs besoins. C'est-à-dire un programme fonctionnel de 400 pages révisé en 4 mois, ça ne fait pas sérieux. Et une fois que l'actif était mis en œuvre, c'est-à-dire l'hôpital était réceptionné, sachez que ils avaient même d'ailleurs commencé à payer les annuités à l'opérateur privé avant même que l'hôpital ne soit fonctionnel, ce qui est quand même énorme. Mais si des pays, par exemple, comme la France, comme le Canada, ont connu ce revers, qu'en sera-t-il des pays comme le Sénégal?
Alors, qu'en sera-t-il des pays comme le Sénégal? Bon, j'ai donné l'exemple de l'hôpital. De l'hôpital d'Evry qui devait durer 30 ans, ils se sont rendus compte très vite que c'était un échec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'on va résilier le contrat. Ils ont résilié, par contre, ils ont payé quand même à FH 80 millions d'euros. Un projet qui devait durer 30 ans, finalement, le contrat, au bout de 18 mois, voilà, on l'a rompu. Le Canada et la France, c'est des pays commettant des ressources. Oui, je vous donne l'exemple, par exemple, d'une université au Québec. Cette université a été conçue et financée en partie par un opérateur immobilier qui vient de New York. Alors l'opérateur économique a fait croire à cette université que le projet sera performant, qu'il y aura du cash flow, comme on dit, c'est-à-dire l'argent va couler. Mais l'opérateur, ce qu'il n'a pas dit à l'université, c'est qu'il a surestimé en fait la performance en fait, qui était attendue de ce projet. Alors, beaucoup de chambres universitaires ont été créées, beaucoup d'équipements ont été créés, des places de parking, 800 places de parking pour une université, c'est quand même aberrant. De telle sorte qu'en fait, il y a eu un surcoût énorme. L'université n'était pas préparée à cela, le gouvernement québécois n'était pas préparé à ça. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir sur 30 ans à payer 17 millions de dollars par an aux promoteurs immobiliers. Donc c'était un échec. L'agence Moody's, qui est une agence de notation, a dégradé la note de l'université. Cette université, parce que sa note a été dégradée, si elle voulait emprunter sur le marché financier, les primes de risque allaient être énormes. Ce serait une dette qui ne serait pas soutenable. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement québécois? Le gouvernement québécois a juste repris le projet à son compte et aussi a réduit le budget de fonctionnement de l'université qui est passé de 26 millions de dollars le déficit de l'université est passé de 26 millions de dollars à 86 millions de dollars. Ce qui est énorme comme déficit. Il y a eu des coupes budgétaires, donc le recrutement pour des fonctionnaires pour cette université a été gelé et aussi le nombre d'étudiants aussi a été réduit. Mais si on prend le cas du Sénégal aujourd'hui, si le Sénégal se trouve dans cette situation où il signe un contrat PPP avec une entreprise étrangère ou bien un financier étranger ou bien une société étrangère et qu'au cours de l'exécution du contrat, qu'il y ait ce genre de problème, est-ce que juridiquement, les gens ont les moyens de revenir sur le contrat? Alors dans ces contrats, il y a ce qu'on appelle des clauses de rendez-vous. Les clauses de rendez-vous, ça veut dire que voilà, quand quelque chose ne se passe pas bien, on s'assoit sur une table, autour d'une table et on négocie. On négocie et chaque partie essaye de négocier les dispositions contractuelles selon ses propres intérêts. Mais le problème, M. Diop, c'est que, je l'ai dit au début de cet entretien, l'opérateur économique est beaucoup plus outillé que l'autorité contractante. Donc ils vont toujours négocier en mettant en place des dispositions contractuelles qui sont assez complexes, qui ne sont pas forcément comprises par l'autorité contractante. Ce n'est pas une insulte que j'ai faite aux autorités contractantes sénégalaises, mais c'est une réalité, il faut le reconnaître et tout. Et à chaque fois, avec ces négociations, il y a ce qu'on appelle une socialisation des pertes et une privatisation des profits. Socialisation des pertes, pourquoi? Parce que tout simplement, si on voit que l'opérateur économique est en difficulté parce que le projet n'est pas performant, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas que le service public derrière s'arrête parce qu'il y a un principe de continuité du service public. On va injecter de l'argent public dans le projet. Donc pourtant, c'est de l'argent qui provient des impôts, qui provient aussi des ressources en fait de l'État. Privatisation des profits, pourquoi? Parce que quand l'entreprise fait des profits, c'est pour elle, hein? Ce n'est pas pour l'État du Sénégal. Et ça, ce n'est pas normal. Mais prenons le cas bien précis de l'aéroport AIBD. Oui. On a annoncé à plusieurs reprises qu'il sera inauguré 2012, 2013, 2014. Maintenant, la date qui a été donnée, c'est peut-être décembre 2015. Mais personne ne sait exactement quand est-ce que cet aéroport sera ouvert. Est-ce qu'on n'est pas dans ce genre de situation où l'aéroport réclame encore beaucoup plus d'argent pour son financement? Alors, pour l'aéroport du Sénégal, oui, la dette a été reportée, la dette de réception a été reportée à... Oui, qui avait été annoncé avant, parce que tout simplement, l'évaluation financière ne s'est pas bien faite. L'évaluation financière ne s'est pas faite. Il y a aussi des retards dans les travaux de construction. Et c'est surtout, je pense, au niveau de l'évaluation financière qu'il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'on a sous-estimé peut-être le coût réel en fait, de cet aéroport. Et c'est tout le problème des contrats de partenariat public-privé. On ne peut jamais maîtriser dès le départ en fait, le coût financier. C'est pratiquement impossible parce que c'est tellement complexe, il y a tellement d'intérêts
intervenants. Et pour comprendre pourquoi il y a ce problème d'estimation des coûts financiers de l'hôpital, d'une infrastructure de manière générale, il faut bien comprendre le mécanisme de financement d'un PPP. C'est-à-dire il y a le mécanisme le plus courant, c'est le financement par une société de projet. C'est-à-dire l'entreprise qui va remporter le contrat de partenariat va constituer une société de projet. Cette société de projet va s'entourer de sociétés sponsors qui peuvent être des banques, des multinationales, des compagnies d'assurance, etc., etc. Ces sociétés sponsors vont injecter de l'argent dans la société de projet. C'est ça qui va constituer le capital de société de projet et partant le fil rouge du financement de l'infrastructure. Par contre, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la société de projet contracte ce qu'on appelle une dette senior. C'est-à-dire la société de projet va emprunter de l'argent sur le marché financier. Mais le problème, c'est que les emprunteurs vont voir dans quel cadre il y a cet emprunt. C'est-à-dire le contexte, c'est quoi? C'est le contexte sénégalais. On a un problème de soutenabilité de notre dette, c'est-à-dire il n'y a pas forcément des garanties sérieuses de remboursement de cette dette en temps et en heure. Donc il y aura des primes de risque très élevées que va supporter la société de projet. Mais ne vous y trompez pas, ces primes de risque seront répercutées sur l'autorité contractante. Ce qui va faire qu'à chaque fois, le coût qui était estimé au départ sera toujours doublé, voire triplé. L'autorité contractante, c'est nous. C'est les citoyens qui vont payer le surcoût. Oui, ce sont toujours les citoyens qui vont payer les surcoûts. Le problème aujourd'hui, le débat a été posé par rapport à l'autoroute Dakar-Diamniadio avec Eiffage. Certains jugent que les prix pour emprunter de tout sont très chers, pour le Sénégalais moins. Certains pensent qu'il faut revoir ce contrat. Est-ce que ce genre de contrat qu'on a signé avec ces sociétés sont des contrats viables? Ces contrats, oui, ils peuvent être viables parce qu'il faut quand même faire la distinction entre l'AIBD, le contrat de l'aéroport international Blaise Diagne, le contrat de l'autoroute et les contrats de partenariat au sens de la loi de 2014. Pour les deux contrats que je viens de citer, c'est-à-dire ce sont plutôt les usagers qui payent par des redevances. Et pour les contrats au sens de la loi de 2014, du 20 février 2014, c'est l'État qui paye des annuités à l'opérateur privé, donc des versements annuels. Maintenant, vous me demandez, est-ce que ces contrats sont viables? Je n'ai pas travaillé personnellement sur ces contrats. J'ai juste regardé certaines dispositions contractuelles, mais tout ce que je sais, c'est que Eiffage va récupérer sa mise. Eiffage a mis sur l'axe Pikine-Diamniadio 61 milliards de francs CFA. Croyez-moi, Eiffage va tout faire pour récupérer son argent, pour aussi réaliser des infrastructures, pour réaliser aussi une marge bénéficiaire conséquente. Ce qui est étonnant dans ce contrat, c'est que l'État a financé la première tranche, c'est-à-dire l'axe Malick Sy, Patte d'Oie, Malick Sy Pikine en passant par Patte d'Oie a été financé par l'État du Sénégal par le budget consolidé d'investissement dans l'ordre de 107 milliards de francs CFA. Deuxième axe qui va de Pikine à Diamniadio a été financé par l'État du Sénégal à hauteur de 82 milliards de francs CFA par la BAD, par la Banque mondiale, et Eiffage a mis 61 milliards de dollars. Pourtant, Eiffage va exploiter cette infrastructure pendant 30 ans et récérer peut-être 3 à 4 fois ce qu'elle a mis dans ce projet d'infrastructure. Quand on signe ces contrats, la loi sur les contrats de partenariat public-privé n'avait pas été signée. Est-ce que ces contrats sont protégés au cas où on est dans une situation de faillite ou bien des problèmes de ces sociétés? Alors aujourd'hui, que tous les Sénégalais le sachent, il n'y a pas un cadre législatif spécifique qui s'applique à l'infrastructure qu'est l'autoroute à péage, ni aussi à l'AIBD. Pourquoi? Parce que ces infrastructures, ces projets ont été lancés sous l'empire de la loi du 1er mars 2004, qui a été modifiée par la suite. Avec la loi du 20 février 2014, ces lois ont été sorties en fait du cadre juridique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait que le projet Dakar-Diamniadio, le projet de tout Dakar-Diamniadio et aussi le projet de l'AIBD n'ont pas de référence législative. La seule référence qu'ils ont sont des contrats. Si aujourd'hui il y a un problème sur ces contrats, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va interpréter les dispositions contractuelles par rapport aux principes généraux du droit, mais pas par rapport à une disposition législative. Et ça, c'est incompréhensible de la part des autorités sénégalaises. Donc les Sénégalais ne sont pas protégés par rapport à... En tout cas, pas par une loi, juste par rapport à ces contrats. Et la loi concernant les PPP n'est pas rétroactive? Non, elle n'est pas rétroactive. Cette loi ne s'applique que pour les projets qui seront lancés à partir de son entrée en vigueur. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les États africains
court derrière les contrats de partenariat public-privé? Qu'est-ce qui peut le motiver cela? Alors, pour lancer un projet de contrat de partenariat public-privé, il y a des conditions qui sont posées. C'est-à-dire, pour la loi du 20 février 2014, par exemple, l'article 9 dit qu'il faut qu'il y ait une urgence impérieuse qui fait qu'en fait il y a un retard qui est accusé par l'autorité contractante dans la réalisation d'infrastructures nécessaires au développement du pays. Il faut aussi qu'il y ait une certaine complexité des ouvrages qui sont projetés, qui fait que cette complexité devra faire que l'autorité contractante ne sera pas à même elle seule de définir ses propres besoins ni de procéder à l'évaluation. Et il faut aussi qu'il y ait avec le projet PPP beaucoup plus d'avantages que le fait de recourir aux autres modes contractuels que sont les marchés publics de travaux ou bien les délégations de services publics. Mais de manière générale, dans l'exposé des motifs de la loi de 2014, et ce sera la même chose pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina Faso, etc., on fait recours au contrat de partenariat public-privé, tout simplement parce qu'on dit en fait que les ressources financières de l'État se font rares, l'aide au développement se fait rare, et aussi on a besoin donc de financement innovant, on a besoin aussi de moyens technologiques innovants qui font qu'on est obligé d'externaliser ces prestations, qu'il y ait une société privée qui va venir pour exploiter, pour financer, pour exploiter, pour maintenir des infrastructures, parce qu'on n'a plus les moyens financiers et les moyens technologiques pour concevoir et financer ces infrastructures. Mais ce qui est inquiétant, dans ce débat, on entend même les collectivités locales parler de contrats de partenariat public-privé. Si l'État n'a pas l'expertise qu'il faut, entre guillemets, pour protéger ses droits dans ces contrats, qu'en est-il des collectivités locales? Alors, pour les collectivités locales, c'est très intéressant comme question. J'ai entendu ici des maires et des présidents de conseils départementaux dire oui, on veut se lancer sur les projets PPP. Je vais leur dire quelque chose. Ne vous lancez pas dans les projets PPP parce que vous n'avez ni les moyens financiers pour faire face à vos obligations, ni les moyens techniques pour assurer une bonne évaluation du projet, quand bien même vous serez appuyé par un organisme qui s'appelle le Comité national d'appui au partenariat public-privé, qui n'existe pas, entre parenthèses, pour le moment. Mais donc, abstenez-vous à vous lancer dans des projets PPP parce que vous allez compromettre le bon développement de votre collectivité parce que vous ne pourrez jamais faire face à vos obligations vis-à-vis des partenaires privés. Je leur dis quelque chose, c'est-à-dire concentrez-vous plutôt sur le développement des services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'accès aux services d'assainissement, etc., etc. Donc ces services sociaux de base, vous pouvez les développer de vos propres moyens ou bien en lançant des projets communautaires avec d'autres collectivités. Voilà, vous pouvez mettre en place des partenariats avec des collectivités qui sont voisines pour lancer des projets sur les services sociaux de base. Avec ce contrat, il y a des villes qui ont fait faillite. Oui, avec ce contrat, il y a des villes qui ont fait faillite parce que tout simplement, elles se sont lancées dans des contrats énormes sans pour autant mesurer l'évolution financière de ces projets, de telle sorte qu'à un certain moment, il fallait rembourser le partenaire privé, elles ne pouvaient pas faire face et c'est souvent l'État qui vient à la rescousse. Mais nous, on ne peut pas se permettre en fait ces légèretés. Ces collectivités locales, moi je leur dis en fait, concentrez-vous par le biais des marchés publics classiques, par le biais des délégations de services publics, à développer les services sociaux de base. Malheureusement, nos élus locaux, il faut le dire, ne travaillent pas sur des questions de fond. Ils passent leur temps à faire du militantisme politique. Le militantisme politique, je le dis et je le répète, il est incompatible avec une réflexion de fond. L'article 3 du Code des collectivités locales dit que les élus locaux, les collectivités locales sont chargées dans leur localité de développer des projets économiques, des projets sociaux de développement. Mais je pense que si vous passez les 3/4 de vos mandats à faire de la politique pour le pouvoir en place, vous ne laissez pas le temps, vous ne prenez pas le temps nécessaire pour concevoir des politiques de développement dans la localité. Et c'est pour ça pourtant que vous êtes élus. En procédant de la sorte, qu'est-ce qu'ils font ces élus locaux? Ils dénaturent même le principe de la décentralisation qui veut une autonomie des collectivités locales par rapport au pouvoir central. Mais ils ne comprennent pas, et je vais le dire, dans certaines collectivités locales, je suis originaire d'un village qui s'appelle Nianing, qui est à 8 km de Mbour sur la route de Joal. C'est un village qui compte 10 000 habitants. On a un seul, comme structure de santé, on a un dispensaire avec un seul infirmier d'État pour 10 000 habitants. C'est-à-dire l'accès à la santé dans ce village pose problème. Il y a des drames qui s'y passent. J'ai été frappé par ça personnellement récemment et je pense que ce n'est pas normal que, en dépassant l'exemple même de Nianing, qu'il y ait des collectivités locales ici au Sénégal qui
dans lesquels les services sociaux de base n'ont pas été développés et que les maires qui sont élus, ou bien les présidents de conseils départementaux qui sont élus, passent le plus clair de leur temps à faire du militantisme politique plutôt qu'à concevoir des politiques de développement fiables. Et c'est pour ça qu'ils vont dire, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent se lancer dans des projets PPP. Je leur dis non, vous n'avez pas les moyens. Quelles sont les solutions qu'ils vont mettre en place pour éviter que le contrat de partenariat public-privé tue nos pays? Alors, pour moi, il y a ce que j'appelle les solutions qui ne dépendent que des autorités contractantes. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, chaque autorité contractante doit mettre en place une équipe dédiée à des projets PPP, si on doit rester dans le cadre de ces projets PPP. L'équipe dédiée, en fait, on va prendre des spécialistes en matière de montage de projets, des spécialistes en matière d'ingénierie financière, des spécialistes en matière de maîtrise d'ouvrage public. Ce qui fait qu'on ne sera pas obligé d'externaliser ces prestations de conseil auprès de cabinets souvent parisiens et ça coûte 10 à 20% du montant total du projet. Donc c'est un surcoût dès le départ, un surcoût financier dès le départ. Et cette équipe dédiée va s'atteler à l'évaluation du projet, à sa mise en place, au suivi de l'exécution, au contrôle aussi des prestations que va effectuer l'opérateur économique. C'est-à-dire sans une équipe dédiée, ça veut dire que le projet ne sera pas forcément bien monté, ne sera pas forcément bien suivi. Ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire une équipe dédiée performante. L'autre solution que je propose dans l'ouvrage, c'est qu'il faut mettre en place un système qui fait qu'on privilégiera d'abord les procédés contractuels qui existent déjà en lieu et place des PPP. Et quand je dis ça, je pense plutôt aux marchés publics et aux délégations des services publics. Vous savez que dans le Code des marchés publics, il n'y a qu'un seul article qui s'applique au DSP. C'est quand même énorme. Il faut qu'on ait un dispositif législatif qui s'applique, qui détaille les délégations des services publics, les concessions, l'affermage, la gérance et la régie intéressée. Et il faut aussi que les autorités contractantes sachent que quand vous voulez construire un projet d'aéroport, par exemple, par le biais d'un PPP, il peut être beaucoup plus rentable de développer ce projet par un marché public de travaux doublé d'une délégation de services publics très rapidement. C'est-à-dire, le projet est complexe. Vous lancez un projet, une procédure de marché public, mais précédée d'une préqualification. Donc l'entreprise va concevoir l'ouvrage et par rapport à sa complexité et tout. Donc on lance un marché de travaux, c'est-à-dire l'aéroport va être construit et équipé. Maintenant l'aéroport est là, c'est-à-dire il appartient à l'autorité, au pouvoir public sénégalais. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'il faut que l'aéroport tourne, il faut l'exploiter, il faut le maintenir. Vous lancez quoi? Une délégation de services publics derrière, par le biais d'un affermage. L'affermage, c'est-à-dire l'opérateur privé va venir, va exploiter à ses risques et périls l'outil, mais dans la mesure où il a été financé par le pouvoir public sénégalais, l'opérateur privé va lui verser des annuités sur les bénéfices qu'il va réaliser. De telle sorte que l'argent qu'on aura emprunté pour financer